Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à cette édition. Les titres, c'est tout de suite. Un mort, d'énormes dégâts matériels, c'est le bilan d'un accident survenu en mer entre un bateau de pêche et une pirogue. C'est un jeune pêcheur saint-louisien qui a perdu la vie. Ses semblables souhaitent l'intervention des autorités pour en finir avec ces drames causés par les bateaux de pêche. L'instauration d'un nouveau code de la route pour venir à bout des nombreux accidents de la circulation, une solution pour l'État du Sénégal, accueillie avec scepticisme par certains transporteurs. Dans cette édition, vous en saurez plus sur les éléments ajoutés pour l'élaboration du nouveau droit routier. 7 ans après le vote de la loi portant sur la baisse du prix des loyers, c'est toujours la désillusion du côté des locataires. Selon Momar Ndao, président de l'Association des consommateurs du Sénégal, de nombreuses failles empêchent la loi de produire les effets escomptés. Le sujet a été abordé au sein de l'hémicycle. Awagnan, député, suggère à l'institution de se pencher sur l'évaluation du projet de loi. La sauvegarde de la sécurité dans l'espace sous-régional africain, au cœur de notre rubrique Les bonnes feuilles de la rédaction. Le colonel Doudou Sall y a consacré un ouvrage, nous le découvrirons au cours de cette édition. Et puis hors du Sénégal, la Guinée au centre de toutes les attentions. L'arrivée de la mission de la CEDEAO est prévue ce vendredi. Le CIRID, l'organisation consultative des Nations Unies, recommande à cette délégation diplomatique d'accompagner la transition. Voilà pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous. Un journal que nous ouvrons avec ce drame qui s'est produit en haute mer. Un bateau de pêche a heurté violemment une pirogue. Bilan, un jeune pêcheur saint-louisien qui a perdu la vie, d'importants dégâts matériels. 5 autres pêcheurs ont été heureusement retrouvés ce matin, sains et saufs. Nos reporters se sont rendus à la maison mortuaire et sur place, un collectif de pêcheurs sollicite l'aide des autorités pour mettre fin à ces dérives causées par les bateaux de pêche. Ousseynou Diop et Habib Sek. Au large des côtes saint-louisiennes, un bateau de pêche a heurté une pirogue du quartier de Gokhombac. Un jeune pêcheur âgé à peine de 16 ans a perdu la vie dans l'accident et beaucoup de dégâts matériels ont été enregistrés. Souleymane Sey est le capitaine de la pirogue. Il explique en détail les circonstances de ce drame. Le bateau a surpris toute l'équipe qui était à bord. Il a heurté violemment la pirogue. Il y a eu des blessés, mais aussi notre jeune frère âgé de 16 ans a perdu la vie. Nos recherches sur place ont été vaines et sûrement nous n'allons plus le retrouver. Les enfants ont crié pour avertir l'équipage du bateau, mais le bateau a pris la fuite. Pape Sey est le père de la victime. Selon lui, la famille a perdu tout le matériel de pêche. Nous avons tout perdu. On n'a retrouvé que la pirogue et le moteur. Dans cette famille, la colère se fait ressentir sur les visages des pêcheurs et leurs épouses. Presque tous les membres ont décrié le silence des autorités en de pareilles circonstances. Les autorités ne se soucient même pas de nos problèmes. Les pêcheurs rencontrent toujours les mêmes difficultés, mais elles ne font rien pour les assister. Les bateaux pillent nos ressources halieutiques. C'est pourquoi à l'aube, ils se précipitent pour aller en haute mer. Et le plus souvent, ils heurtent des pirogues et s'enfuient. Le corps du pêcheur de 16 ans est toujours introuvable. Les 5 autres pêcheurs rescapés ont été retrouvés aujourd'hui dans la matinée. Et au-delà de ces accidents qui surviennent en mer, parlons à présent d'un autre phénomène facteur de drame, la mortalité routière. Avec la recrudescence des accidents de la circulation, l'État tente d'établir des réformes. Parmi elles, l'instauration d'un nouveau code de la route. Mais du côté des transporteurs, l'on n'est, semble-t-il, pas très en phase avec cette décision. Alors, quels sont justement les nouveaux éléments apportés à ce futur code de la route? Mais surtout, pourquoi certains transporteurs sont-ils contre? Eh bien, élément de réponse dans ce reportage signé Marcel Farba-Maroun. Le Sénégal devrait bientôt se doter d'un nouveau code de la route. Le projet adopté hier en Conseil des ministres sera soumis dans les prochaines 48 heures pour son vote à l'Assemblée nationale. Objectif, lutter contre les accidents de la circulation. Il s'agira d'instituer le nouveau permis de conduire biométrique qui existe déjà, mais pour lequel il fallait légiférer. Il faudra aussi mettre en œuvre l'obligation de passer par une auto-école avant de pouvoir obtenir le permis de conduire. Parce que jusque-là, cela n'est pas obligatoire. Le code de la route aussi prend d'autres dispositions relatives aux vitesses. Parce qu'il faut que nous légiférions au sein de la loi même
pour limiter les vitesses dans les agglomérations, les vitesses sur les autoroutes. Toutefois, le syndicat des transporteurs n'approuve pas totalement cette décision. On ne peut pas parler de nouveau code de la route sans nous inclure dans le processus. Tout ce qu'ils font n'est pas normal. C'est nous les acteurs, les principaux concernés, donc ils doivent nous associer au préalable. S'ils veulent ainsi prendre une décision sans nous y associer, nous disons non, à commencer par moi-même. En commençant par moi. L'annonce a été faite ce jeudi à la gare routière Dakar-Bignona à l'occasion d'une journée de prière et de sensibilisation relative aux nombreux accidents constatés sur les routes sénégalaises. Après décision du chef de l'État d'intensifier les actions autour de la régulation du prix des loyers, les professionnels du secteur réagissent. Pour Momar Ndao, président de l'ASCOSEN, ce projet de loi contient des failles qu'il impute d'ailleurs au ministère des Finances. Du côté de l'hémicycle, c'est Awagnan, la parlementaire, qui réagit. Elle demande à ses collègues députés de se pencher sur l'évaluation de cette loi à la Sanba. Il était temps d'aborder cette question. Le loyer, il devient de plus en plus cher et le chef de l'État veut évaluer le système de régulation, ensuite améliorer. Si vous regardez, depuis que nous avons baissé les loyers, l'administration qui est désignée par tous les textes pour suivre les loyers, c'est le ministère des Finances. Or, depuis 2014, le ministère des Finances ne s'est jamais prononcé sur les loyers. Cette absence de présence du ministère des Finances assumant le rôle de régulateur et mettant en garde contre tout non-respect n'était pas senti. Et donc ça fait partie des problèmes qui font qu'aujourd'hui le niveau d'application des loyers est faible. La loi sur la baisse des loyers a été adoptée le 22 janvier 2014 par la 12e législature. La parlementaire Awagnan pense que les commissions concernées doivent procéder à l'évaluation. Jusqu'à présent, la location est très chère au niveau du Sénégal. Mais en tant que parlementaire, ce que je suggère, c'est que la commission délégation, avec les commissions compétentes, comme la commission de l'urbanisme, la commission du commerce, donc fasse l'évaluation. La loi a été votée, donc il est temps de faire l'évaluation pour savoir les problèmes qui sont liés à la cherté du loyer, donc pour rectifier. Pour mieux réguler le secteur et régler le problème, la mise en œuvre de l'Observatoire de l'immobilier et du loyer serait une bonne chose. Et donc qui devrait être une structure chargée uniquement de veiller à ce que les loyers, à ce que l'immobilier, tout ça soit bien régulé. Et je pense qu'en le mettant en œuvre, ce serait une excellente chose qui va permettre donc de soulager les populations. Parce que le loyer vraiment est central. Le problème est que les revenus sont très faibles, donc ils ne parviennent pas à joindre les deux bouts. Donc il faut quand même que le loyer soit en baisse. Momar Ndao invite les Sénégalais à une maîtrise des textes. Il renseigne que chaque année, ils reçoivent près de 10 000 réclamations. Grogne au marché HLM, la CIS, l'Association des commerçants et industriels du Sénégal, déplore l'insalubrité permanente du marché. Face à la presse, les membres de cette association demandent aux autorités municipales de prendre leurs responsabilités. Les taxes PCF étaient également au menu de ce face-à-face avec la presse et selon la CIS, l'augmentation de 12% sur ce tribut est à l'origine de la hausse des denrées de première nécessité. Compte rendu signé Fatima Touré. Insalubrité, concurrence étrangère déloyale, taxes élevées, autant de problèmes exposés par l'Association des commerçants et industriels du Sénégal, ACIS, section HLM. Très en colère, ils réclament de meilleures conditions de travail. Le marché HLM est confronté à une insalubrité permanente tout au long de l'année. Des eaux usées coulent de partout et dégagent du coup une odeur nauséabonde faisant déserter la clientèle du marché. Ceci nous cause un énorme manque à gagner. Hélas, ce marché qui était jadis un miroir dans la plateforme commerciale nationale et internationale est devenu méconnaissable. À cela s'ajoute une occupation anarchique de la voie publique sous le regard complice des services compétents de la commune qui assimilent les commerçants à des vaches laitières. De l'avis de ces commerçants, la hausse de 12% sur les taxes PCF est la cause principale de l'augmentation des denrées de première nécessité. L'État nous impose de nouvelles taxes à l'ordre de 12% pour le PCF, prélèvement de conformité fiscale, et 3% pour le PROMAT,
programme de modernisation de l'administration douanière est de 3% du BIC, qui inévitablement va être ressenti négativement par le consommateur. L'occasion est aussi saisie pour dénoncer ce que ces vendeurs appellent une concurrence déloyale. De grands industriels nous suivent jusqu'à nos marchés et pratiquent avec insolence du dumping et de l'arnaque sur les mesures au su et au vu des services du commerce. Et pire encore, certains des Indiens et Chinois utilisent frauduleusement des documents d'import de certains Sénégalais à leur insu pour effectuer leurs opérations douanières et pratiquent du coup une évasion fiscale d'une grande ampleur. Sur ce point précis, nous invitons les associations de consommateurs à user d'un tout petit peu de fibre patriotique et de faire passer l'intérêt des nationaux au premier plan. Pour changer la donne, ces commerçants pensent que l'État doit être plus présent aux côtés des commerçants afin de trouver une solution face à ces innombrables problèmes qui freinent l'envol de ce secteur, une manière aussi d'anticiper sur de futures manifestations. Autre courroux dans cette édition, celui des travailleurs d'Ecotra. Ils accusent l'État du Sénégal de les léser dans l'attribution des marchés publics. Pour preuve, ils brandissent le retard apporté à l'exécution de la décision de la Cour suprême qui pourtant avait rétabli la société de BTP dans ses droits après que cette dernière a été écartée du marché des travaux de la boucle de Kalounaï. Je vous propose d'écouter le porte-parole du jour. Il s'agit d'El Hadj Malick Ndiaye. Il est au micro d'Abdou Diouf Diagne. Nous sommes aujourd'hui là pour pousser un cri de cœur sur cette situation que nous sommes en train de vivre. Et cette situation nous est causée par un groupe de personnes, je peux dire un groupe de personnes mal intentionnées qui sont là pour leur intérêt crypto-personnel. Car nous avons constaté, depuis une lirette, on nous écarte pratiquement sur tous les appels d'offres. Et comme preuve, le marché de Kalounaï, la Cour suprême a déjà tranché et depuis lors, nous peinons à retrouver nos droits, ce qui n'est pas normal du tout. Et nous le déplorons. Ici au Sénégal, on favorise les entreprises étrangères qui, au retour, reviennent vers nous pour nous sous-traiter certains de leurs travaux. Car nous avons le matériel requis et cette main-d'œuvre jeune. Monsieur le Président, plus de 800 employés et nous tendons vers des lendemains incertains. Et nous tous, si vous ne prenez pas ces mesures-là, on sera admis à la retraite anticipée comme ces vieux-là, comme ce groupe de personnes mal intentionnées. Vous êtes déjà dans cette lancée de politique des jeunes, pour l'emploi des jeunes. Nous avons déjà des emplois. On ne veut pas perdre nos emplois, sinon vous allez créer d'autres chômeurs. Avant d'accéder à cette situation, prenez les mesures qu'il faut pour que nous puissions tendre vers des lendemains prospères et des lendemains plus fiables. Allez, parlons santé à présent. Bien qu'étant autorisé exceptionnellement, l'avortement médicalisé n'est toujours pas un droit auquel peuvent recourir les femmes ici au Sénégal. Toutefois, les discussions sont engagées. À ce titre, le ministère de la Femme invite les différents acteurs concernés de pousser la réflexion pour mieux s'accorder sur les choix à faire. Nous écoutons Mame Gor Diouf, secrétaire général du ministère. Il s'est exprimé en marge d'une rencontre sur la stratégie nationale d'évaluation en faveur de l'équité et du genre. Il est au micro d'Al-Hassan et Amadouba. Aujourd'hui, à l'issue de ce processus, nous pouvons considérer que le gouvernement a eu les ressources financières nécessaires pour procéder à cette évaluation au niveau national, au niveau des 14 régions et de tous les départements du Sénégal. Également, cette méthodologie validée par tous les acteurs permet aujourd'hui d'aller sur le terrain pour recueillir les données. Et toutes les dispositions sont prises à travers des lettres d'information aux administratives, mais également à travers différentes sessions de collecte, de partage que nous permettront, avant la fin de l'année, de valider le rapport de l'évaluation à mes parcours de la SNEC et de le transmettre à M. le Président de la République. L'avortement médicalisé est une perspective formulée au niveau de l'agenda international, mais également prévue par des instruments juridiques. Sur la question, le gouvernement, conformément à nos valeurs culturelles, mais également à notre réalité, encourage les acteurs à poursuivre le dialogue.
Et nous restons avec cette question sur l'avortement médicalisé qui risque d'être un sérieux objet de désaccord entre le gouvernement du Sénégal prêt à pousser la réflexion et Jamra qui se dit totalement contre. Pour l'ONG islamique, autoriser l'avortement médical serait ouvrir la boîte de Pandore à toutes sortes de dérives. Compte rendu de sa conférence de presse sur le sujet avec Habib Faye. Jamra tape du poing sur la table. L'ONG dit non à l'avortement médicalisé. Où avez-vous vu un avorteur avorter avec des tenailles, du fil de fer, une pince, des marteaux? Mais tous les avortements sont médicalisés. Ils sont soit clandestins ou pas. Mais il n'y a pas d'avortement non médicalisé. Donc là également, c'est un terme assez scientifiquement étudié de manière à rassurer les populations en leur disant c'est médicalisé. Mais tout est médicalisé. Mamatar Gueye et compagnie fustigent l'attitude des mouvements féministes. Selon eux, autoriser l'avortement au Sénégal est une porte ouverte à toute dérive. On entend les mouvements féministes pro-avortement dire la vérité aux futures cibles de la pratique abortive, notamment les risques de perforation de l'appareil génital, les risques d'infection de l'appareil de reproduction, mais également les risques à long terme de stérilisation et de cancer du sein. Pourquoi cache-t-elle ces dommages collatéraux? Cependant, il les invite à l'honnêteté morale et intellectuelle, non sans leur demander de revoir leur position. Les mouvements féministes ne sont que des bras armés de puissants lobbies qui sont derrière. Adam Boub l'avait démontré qu'il y avait les loges maçonniques qui tiennent à ce que, autant que l'homosexualité fasse l'objet d'une dépénalisation universelle, mais également que l'on donne l'opportunité à chaque femme de pouvoir disposer librement de son corps et de tuer, quand elle le veut, un enfant qui était en gestation dans son membre. Pour Mamatar Gueye, la légalisation de l'avortement constituerait une arme contre les hommes. Sur ce, le gouvernement doit mettre en place un comité consultatif sur la santé. L'ONG Jamra compte effectuer une tournée dans les familles religieuses pour dénoncer l'avortement médicalisé. Plus de célérité dans le traitement des dossiers des fonctionnaires, c'est ce que recherche la direction de la solde, logée au cœur du ministère des Finances. Cette direction vient de mettre en place deux applications, Safi et Saine Réclamation, objectif visé, dématérialisation, mais aussi digitalisation des services de l'État, des innovations appréciées par les organisations syndicales. Fatou Bintou Conté, Diafara Ba ont assisté à une rencontre de partage autour de ces toutes nouvelles fonctionnalités développées par la direction de la solde. Reportage. Safi et Saine Réclamation, deux nouvelles applications mises en place par la direction de la solde en vue de réduire les délais de traitement des dossiers. Ce sont des applications qui sont destinées aux usagers et qui leur permettent en un temps record, grâce à un chatbot, un robot, autrement dit les dernières technologies, de pouvoir déposer des requêtes en ligne, de pouvoir déposer des réclamations. Ces nouvelles fonctionnalités développées par la direction entrent dans le cadre de la dématérialisation et de la digitalisation des services de l'État. Aujourd'hui, l'administration doit aller vers une autre manière d'agir, une autre manière de fonctionner, c'est-à-dire en mettant en place une digitalisation, en mettant en place des conditions de travail qui permettent à l'agent de rester à la maison et de travailler. Des innovations fortement appréciées par les partenaires sociaux, en l'occurrence les organisations syndicales. Dans la dynamique de la dématérialisation, de la digitalisation, mais nous avons noté des efforts énormes que la direction de la SOL est en train de faire. Il nous a sorti une épine du pied parce que, à la limite, la vie syndicale se limitait au suivi des dossiers. Aujourd'hui, parce qu'il a créé les conditions vraiment d'une dématérialisation qui permet, avec son téléphone, avec son ordinateur, de régler ses problèmes administratifs. Nous sommes dans un pays sous-développé et souvent, dans des hôpitaux, dans des centres de santé, c'est un seul médecin, un seul pharmacien. Et s'ils s'absentent, c'est un manque à gagner. Ce sont des patients qui souffrent, ce sont des patients qui doivent attendre le rendez-vous. C'est une perte de temps inutile. Donc je pense que le directeur a eu à faire une analyse fine qui lui a permis de proposer une solution que nous
Nous saluons et nous le remercions pour cet engagement et nous aimons. Avec ces deux applications, le traitement des dossiers des agents de l'État est beaucoup plus diligenté et les travailleurs perdront moins de temps. À quelques 2 semaines du Grand Magal de Touba, le ballet des personnalités se poursuit dans la ville sainte. Cette fois-ci, c'est au tour du président de l'Observatoire Gaz, Pétrole et Mines de rendre visite au khalife général des Mourides. Sayer Ngom salue l'extension du réseau Sénélec avec Touba 2, une innovation qui, selon lui, va permettre de réduire de manière drastique les coupures d'électricité. Nous l'écoutons, ses propos sont recueillis par Pape Balagay. Donc aujourd'hui, nous sommes à Touba, c'est pour accompagner la politique énergétique. Parce que nous, notre rôle, c'est toujours être à côté des populations. Si l'État est en train de faire des efforts, nous devons venir les accompagner quand même pour expliquer la vérité aux populations. Et aujourd'hui, c'est une vérité quand même. L'extension, c'est la demande sociale qui est là devant nous quand même. Et donc on est en train d'accompagner la politique de l'État, surtout la Sénélec aujourd'hui qui est en train de faire des efforts vraiment. Pendant des années quand même, il n'y a plus de délestage, il n'y a plus de coupure. Bon, c'est à apprécier quand même. Toute chose qui est là devant nous, nous devons toujours appliquer le SACANAL. Le SACANAL, cela veut dire continuer à informer et à sensibiliser les populations dans le cadre de la politique énergétique, d'économiser le maximum possible d'électricité. Aujourd'hui, quand même, nous sommes en 2021, il y a des efforts consentis par l'État quand même, depuis 2012 jusqu'à nos jours. Donc, j'espère bien que d'ici 2024, d'ici 2025, on aura quand même quelque chose, souhaitons-le. Dis-moi que c'est lui qui le dit, souhaitons-le, de ne plus payer l'électricité, mais je ne crois pas. Bien vrai que nous avons le gaz et beaucoup de choses quand même ici au Sénégal. Mais quand même, souhaitons-le. Allez, comme tous les jeudis, à présent, notre rubrique Les bonnes feuilles de la rédaction. Actualité oblige, la rédaction s'intéresse à la sécurité au niveau de l'espace sous-régional. Une question qui a suscité la curiosité du colonel Doudou Sall, auteur de l'ouvrage L'évolution de la stratégie et du leadership dans les organismes de sécurité, avec les exemples du Sénégal et de la Guinée-Bissau. Des notes de lecture toujours signées Ibou Diouf. La question sécurité reste un défi de taille dans la partie ouest africaine, en sus du terrorisme qui demeure un casse-tête pour les gouvernants. Dans cet ouvrage, l'auteur pose un regard sur les phénomènes d'insécurité structurelle au Sénégal comme en Guinée-Bissau. Le titre de l'ouvrage, c'est l'évolution de la stratégie et du leadership, les exemples du Sénégal et de la Guinée-Bissau. En fait, cet exemple est un prétexte pour vraiment scruter les organisations de sécurité, comment elles sont organisées, comment elles fonctionnent. Ce livre du colonel Doudou Sall sur l'évolution de la stratégie de leadership dans les organisations de sécurité, avec un accent particulier sur l'avènement du coup d'État en Afrique de l'Ouest. Oui, nous avons plus ou moins abordé la question des coups d'État parce que, quelque part, les stratégies d'organisation de la sécurité extérieure, c'est des stratégies qui sont tournées, qui sont, disons, articulées autour de la protection des frontières, mais aussi autour de la protection des institutions étatiques. Le colonel Doudou Sall remarque que le niveau politique de la stratégie militaire affecte parfois la cohérence des organisations étatiques. Dans certains pays, certaines forces dépendent directement du président de la République. Ce n'est pas forcément le cas des forces spéciales. Mais ce n'est pas dans le cadre d'un fonctionnement d'une armée moderne. Ce travail de recherche sur les organisations de société a permis à l'auteur de mieux comprendre le fonctionnement du système. On s'est rendu compte que les stratégies étaient dominées auparavant par le monopole de la violence légitime. Maintenant, nous avons constaté une irruption d'autres acteurs qui contestent ce monopole. Nous avons notamment les organisations internationales de sécurité, nous avons les organisations privées de sécurité. Cet ouvrage tente d'apporter une autre manière de comprendre l'évaluation de la stratégie et de leadership dans les organisations de sécurité. L'auteur, le colonel Doudou Sall, est aussi expert en organisation de sécurité.
Allez, hors du Sénégal, en Guinée plus précisément, avec cette interrogation, quelles sont les motivations du colonel Mamadi Doumbouya, tombeur d'Alpha Condé? Une question à laquelle la mission diplomatique de la CEDEAO devra répondre, annoncée dans un premier temps ce jeudi. Bien, c'est demain, finalement, vendredi, que la mission arrive sur Conakry avec le CNRD. La délégation diplomatique discutera également de l'avenir du président déchu. Le point, c'est avec Ibrahim Akan. Attendu ce jeudi à Conakry, les émissaires de la CEDEAO fouleront finalement ce vendredi le sol guinéen, 5 jours après le coup de force. Plusieurs ministres des Affaires étrangères de la sous-région devraient composer la mission diplomatique, entre autres celui du Ghana, du Togo, du Nigeria, ainsi que le président de la commission de la CEDEAO. La délégation devrait rencontrer dans les prochaines heures le Comité national pour le rassemblement et le développement, avec à sa tête le colonel Mamadi Doumbouya, dans l'optique de connaître ses intentions après le coup d'État. Autre point sur lequel la mission va se pencher, le sort du président déchu. La CEDEAO, pour rappel, a suspendu la Guinée de toutes ses instances avec effet immédiat. Dans un communiqué à l'issue d'un sommet virtuel, l'organisation sous-régionale dit tenir les putschistes responsables individuellement et collectivement de l'intégrité physique d'Alpha Condé. Un sommet qui n'a pas abouti à des sanctions économiques ni sur des sanctions individuelles contre les responsables du putsch. À noter que pour le moment, il n'y a pas eu de déclaration officielle du CNRD au lendemain de la décision de la CEDEAO. Nous restons avec cette situation en Guinée après le coup d'État militaire et pour éviter à l'avenir d'autres dérives. Le CIRID, le Centre indépendant de recherche et d'initiative pour le dialogue, invite la CEDEAO, l'Union africaine, mais aussi toute la communauté internationale à accompagner la transition. Pour cette organisation consultative des Nations Unies, eh bien, la Guinée mérite une attention particulière de tous. À ce propos, nous écoutons Maodo Malik Mbaye, il représente le CIRID en Afrique de l'Ouest et au centre. Ses propos sont recueillis par Habib Faye. Chez Alpha, on n'analyse pas, on psychanalyse, parce que c'est lié à son caractère, à l'homme d'abord qui pose problème. Nous estimons aujourd'hui que la communauté internationale, l'Union africaine, la CEDEAO, les institutions, toutes les institutions régionales ou sous-régionales doivent accompagner, conseiller, encadrer la junte militaire actuellement au pouvoir pour éviter des dérives. Pour une bonne et simple raison que la Guinée a une position géographique exceptionnelle. La Guinée est l'un des pays les plus bordés. Il est le pays le plus bordé en termes de frontières, à part le Mali. Il faut mobiliser les acteurs à accompagner la transition, à accompagner les nouvelles autorités, à les conseiller, à les orienter, à pouvoir mettre sur eux une pression positive. Le cas échéant, on pourrait vraiment être utile à la Guinée. Mais si le cas contraire se produit, vous allez voir des militaires qui vont s'arc-bouter au pouvoir, qui vont s'éterniser au pouvoir, et ça ne part pas pour résoudre le problème. À présent, le menu de l'actualité sportive, il est composé de foot et de volleyball. Mais d'abord, le foot, soutenu financièrement par la Fédération sénégalaise de football, Teungueth FC et Djambar vont faire leur entrée en lice en compétition interclub africain, respectivement ce week-end, samedi et dimanche. Et pour ce qui est du volley, sachez que les Lions du Sénégal participent à la CAN de la discipline qui démarre ce vendredi. L'objectif, faire une participation honorable, et le menu de ce round-out est toujours commenté. Cher Sadi Boudjara. L'équipe nationale féminine de volleyball du Sénégal est à Kigali. C'est pour les besoins de la Coupe d'Afrique des Nations au Rwanda du 10 au 20 septembre prochain. À leur arrivée, les 14 Lions ont subi des tests Covid qui sont tous revenus négatifs. La sélection du Sénégal, composée de joueuses locales, est à Kigali sans grande prétention. Nous sommes dans un nouveau cycle. Donc nous avons une équipe jeune qui a besoin d'expérience. Donc c'est vraiment faire une participation honorable dans un premier temps
Mais quand même, nous n'allons pas en victime expiatoire. Nous essaierons en tout cas de faire un très bon résultat. En football, Teungueth FC et Diambar de Saly, les représentants du Sénégal aux compétitions interclubs africains, jouent leurs rencontres respectives ce week-end. En préliminaire aller de la Ligue africaine des champions, le club rufisquois reçoit le club ivoirien ASEC Mimosa ce samedi au stade Lat Dior de Thiès. Un duel face à une équipe expérimentée qui a déjà une séance d'entraînement au CNEPS Excellence de Thiès. Le match retour est prévu dans une semaine à Abidjan. Diambar de Saly n'aura lui qu'à jouer une seule rencontre en préliminaire de la Coupe de la Confédération africaine de football pour passer au prochain tour. Avec la décision de la CAF de faire jouer les clubs guinéens qu'une seule manche à cause de la situation politique qui prévaut dans leur pays, l'Académie de Saly n'a qu'à battre Wakria FC ce dimanche à Thiès pour continuer son parcours africain. Teungueth FC et Diambar de Saly, qui se sont préparés depuis un mois, ont reçu un soutien financier de la part de la Fédération sénégalaise de football. Une enveloppe de 30 millions de francs CFA à partager aux deux clubs. Cher Salibou Diarra, merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette édition. L'actualité se poursuit sur toutes nos plateformes digitales. Tout de suite après moi, la version française du Soir d'Info avec Binta Diallo et Barthélémy Ngom qui reçoivent ce soir Ousmane Badiane, chargé des élections à la LD, la Ligue démocratique. Bon week-end sur la TFM. Restez connectés.